Bonjour, Aïcha. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour Mathias, bonjour chers collègues, on ne se connaît pas, mais c'est un plaisir. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui se sont connectées et je renouvelle donc mes remerciements pour notre intégration à Plidam. Et donc, deux de mes doctorants vont intervenir aujourd'hui pour présenter leurs recherches sur une thématique générale qui est en gros liée à la médecine traditionnelle, aux médecines traditionnelles, pour être de manière plus large. Donc, on aura dans un premier temps Aïcha qui va parler des savoirs des femmes, des savoirs médicaux de médecine traditionnelle des femmes sur les hauts plateaux du Maroc. Et ensuite, Kyuncheng qui va présenter sa recherche qui est elle aussi consacrée à la médecine traditionnelle et qui a ce site particulier qu'elle est multisite, au sens où il mène ses recherches de terrain en Chine et à Madagascar. Donc voilà, ce sont deux recherches qui sont extrêmement riches. Euh, et donc je vais peut-être laisser la parole à Aïcha pour commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à me joindre à Madame Pourchet pour remercier le laboratoire et tous ses membres. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, c'est Aïcha Zizoun. Donc, je suis doctorante. Je suis sous la direction de Madame Pourchet. Donc, je travaille sur l'anthropologie en général, sur l'ethnomédecine, puisque c'est mon sujet. Donc, au niveau de la thèse, moi, je prépare une thèse sur la médecine traditionnelle des femmes dans la région Jbala du Maroc. Donc, je vais vous parler tout à l'heure, je vais vous montrer où ça se trouve, à quoi ça ressemble. Et en fait, moi, je m'intéresse au savoir-faire féminin, donc au niveau de deux villages du Maroc. Donc, Madame Pourchet, est-ce que j'aurai la possibilité de partager mon écran? Alors, ça n'est pas moi qui ai la main. Je ne suis pas l'animateur, donc il faut qu'on vous donne le partage d'écran. Je pense que ça doit être possible. Vous devez pouvoir partager écran. Vous avez essayé? Alors, je vais voir. J'ai pas essayé parce Normalement, que c'est libre, oui. Voilà, très bien. Bien. Par contre, Aïcha, on vous entend plus. Aïcha, vous avez désactivé votre micro. Voilà. alors. Je vous demande de réactiver le son. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, c'est bon là, Et vous oui. voyez en même temps l'écran? Oui, vous partagez votre écran d'ordinateur. Bon, D'accord, ouais. d'accord, ok. Donc, oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que, en fait, vu que en fait, je prépare une thèse en ethnomédecine et je Je, travaille aussi en on ne voit pas son écran, hein. Je ne sais pas si En fait, c'est c'est juste moi, mais Zoom, j'ai encore rien mis, en fait. Normalement, vous voyez juste Zoom là, normalement. Oui, il y a juste votre Zoom qu'on voit. On voit votre écran. On voit l'écran Voilà, de c'est votre ça. C'est ça. ordinateur. Oui. J'ai encore rien mis. Voilà, Oui, c'est. d'accord, très bien. Très bien. Donc, alors, je disais que, en fait, donc, je travaille aussi sur l'anthropologie visuelle. Donc, je prends aussi beaucoup de vidéos, puisqu'en fait, le but, c'est aussi de présenter un petit film ethnographique, en fait, à la fin de ma thèse. Donc, bien sûr, c'est pour ça que je vais partager avec vous aussi des rushs vidéo afin de vous mettre un peu dans le bain. Ça permettra de voir quelques pratiques, voilà, comme si vous y étiez sur le terrain avec moi. Et ça me permettra aussi d'expliquer des choses. La vidéo permet aussi de rapprocher certaines choses. C'est mieux de les voir que d'en parler uniquement.
Alors, premièrement, alors avant de commencer, je vais vous mettre juste une petite vidéo fait, de paysage comme ça par rapport à un village, d'un des villages. Comme ça, vous pouvez voir en fait à quoi ça ressemble. En fait, hop. Donc là, vous voyez un petit peu les maisons. Et là, en fait, c'est la grande route. Et là, c'était le matin, en fait. Donc, en fait, là, vous voyez sur la fin, on voit ici les maisons. Donc là, ici, c'est les maisons d'un des villages sur lesquels je travaillais. Alors, je vais... Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, pardon. Hop. Pas celui-là. Non, normalement, je l'avais mis là. Excusez-moi. Hop. Là, vous voyez, en fait, un PowerPoint ou pas? Oui, on commence à le voir, c'est bon. D'accord. Alors, vous pouvez lancer le diaporama, peut-être, ça serait beaucoup mieux parce que comme on enregistre la séance. Hop. Alors, je suis un peu perdue, donc. Non. Hop. Oui, c'est un PDF, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un PDF. Donc, ce que je vais faire, Oui, je c'est très vais bien. comme ça, Voilà, très bien. c'est mieux. Oui. Voilà. Donc, alors, je vais un peu parler de ma problématique, puis de mon terrain, de là où j'en suis par rapport à la recherche. Je vais vous donner aussi un petit aperçu des premières analyses et voilà. Alors, pour la problématique, donc en fait, moi, je travaille sur la médecine traditionnelle des femmes dans les montagnes du Maroc et en fait dans la région Jbala plus spécifiquement. Donc, c'est la région nord du Maroc, donc les montagnes du Rif. Donc, c'est une analyse anthropologique des savoirs et des pratiques et des enjeux socioculturels. Donc, cette problématique de recherche, elle permettra d'explorer en profondeur les aspects culturels, sociaux et médicaux de la médecine traditionnelle qui sont pratiqués par les femmes dans les régions montagneuses du Maroc. Et je me pencherai aussi sur la transmission intergénérationnelle des connaissances médicales. Ça veut dire quoi, en fait? C'est tout simplement m'intéresser à comment, justement, on devient guérisseuse traditionnelle, comment ces savoirs sont passés d'une personne à l'autre et la manière dont ces pratiques s'intègrent dans la vie quotidienne des femmes, ainsi que les défis et les opportunités que cela pose en termes de préservation culturelle, de santé publique. Donc, voilà comment ça se passe un peu au Maroc à ce niveau-là. Et cette thèse, elle offrirait une contribution importante à la compréhension de la médecine traditionnelle en général, pas uniquement au Maroc, parce que c'est un sujet d'actualité, et aussi de son rôle dans la société montagnarde du Maroc. Alors, pour le travail de terrain, donc j'ai effectué à peu près 7 mois et demi de terrain avec plus de 60 entretiens avec des soignantes, des guérisseuses traditionnelles, des patientes, des patients, parce qu'en fait, puisque ce sont des femmes, oui, mais elles ne s'occupent pas uniquement des femmes, elles s'occupent aussi des hommes et des enfants et aussi des habitants des villages qui ne sont pas nécessairement des patients, mais aussi pour voir comment est-ce qu'ils voient ces personnes-là, comment est-ce qu'ils en parlent, est-ce qu'ils connaissent un peu ce que font ces personnes-là. Donc, c'était dans ce but. Donc, en fait, pour vous montrer un petit peu au niveau de la carte, donc là, au fait, c'est le continent africain et là, en fait, c'est le Maroc. Et là, en fait, c'est Tanger, l'une des grandes villes du nord du Maroc. Et en fait, là, avec le petit point rouge, où c'est marqué Mizied. Donc, Mizied, c'est l'un des deux villages sur lesquels moi je travaille. Donc, Mizied et Mnikaoulesh. Donc, ce sont les deux villages. Donc, ils se trouvent un peu au niveau, en fait, des montagnes du Rif. Et en fait, c'est une région qui est arabophone et non amazirophone ou berbérophone. Donc en fait là, la distance entre les deux villages, en fait là nous avons une photo satellite, donc c'est à peu près 9-10 minutes en fait en voiture au niveau des enfin je veux dire en distance entre les deux douars. Et à peu près à pied, ça fait à peu près 30-40 minutes à pied.
Alors, là, en fait, je voulais vous montrer une photo satellite donc, du premier village, donc c'est le village Niézied. En fait, c'est le village qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la première vidéo. Donc là, en fait, c'est une photo satellite. Comme ça, vous avez une vue des maisons, comment est-ce qu'elles sont, en fait, voilà, comment ça se passe en fait au niveau du village. Et là, c'est le deuxième village. Donc, voilà, c'est le Douar Mnikaoulish. Donc, Douar, ça veut dire village, tout simplement, en arabe marocain. Et Mnikaoulish, c'est le nom du village. Donc, et ici, en fait, c'est marqué hôpital, comme vous le voyez ici. C'est pas un hôpital, mais c'est un dispensaire. Donc, c'est le premier contact avec la médecine moderne, si je puis l'appeler comme ça. Donc, c'est le seul dispensaire qui est, au fait, ici. Donc, c'est le premier contact. Quand ces personnes-là, ils doivent passer tout d'abord par ce dispensaire avant d'être envoyés à un dispensaire qui est beaucoup plus grand, qui est un peu plus loin. Et donc, il se trouve au niveau du village de Minikaoulish, mais il n'y a pas de médecin au niveau de ce dispensaire. Il y a uniquement un seul infirmier que j'ai aussi, en fait, voilà, je suis partie aussi pour passer des entretiens avec lui et faire aussi de l'observation participante pour voir comment les gens, en fait, quand ils venaient par rapport à quoi, comment ils se comportaient. Voilà. Donc, pour donner quelques chiffres rapidement, donc là, en fait, au niveau de la page 38 du livret du Haut Commissariat au plan du Maroc qui a été publié en novembre 2021. Donc ici, au niveau des accouchements, entre 2004 et 2018, donc les femmes ayant accouché en milieu surveillé est passé de 60% à 86%. Au niveau du national, mais si on concentre sur le milieu urbain, donc c'est passé de 38% à 73%, donc ce qui est quand même énorme. Au niveau de ces deux villages, il n'y a presque plus personne en fait qui accouche à la maison. Toutes les femmes accouchent au dispensaire. Pas celui que je vous ai montré parce qu'il n'est pas équipé, mais au niveau d'un autre dispensaire. Je voulais aussi partager avec vous, en fait, le nombre d'habitants par médecin selon les régions. Donc, pour le niveau national, donc on a 1397 patients pour chaque médecin. Ça, c'est les chiffres de 2019. Et pour la région de Tanger-Tétouan-el-Hossima, donc c'est la région dont fait partie ces deux villages où j'ai effectué mon étude anthropologique, eh bien, nous avons 2069 patients pour un médecin. Donc, c'est l'une des régions les moins desservies, au fait, en médecins. Donc, il y a vraiment moins de médecins pour plus de patients. C'est pour cela que, justement, au niveau du dispensaire, nous avons un infirmier et non pas un médecin. Donc, pour cette photo, en fait, ce n'est pas moi en fait, qui avait barré, mais c'est l'infirmier qui me l'a donné comme ça. En fait, c'est parce que je lui avais demandé s'il y avait des chiffres par rapport au nombre de population par rapport à ces deux villages. Donc là, ici, c'est la population 2022. Donc, le Douar Niézied, donc c'est 1114 personnes. Et le Douar Mnikaoulish, c'est 1308 personnes. Donc, c'est les deux villages sur lesquels moi j'ai travaillé. Et ici, en fait, on a plus de détails. C'est le nombre de ménages, les naissances durant l'année 2022, la population de moins de 1 an, 12-23 ans, 24-59 ans, moins de 5 ans. Alors, donc, pour un peu récapituler, donc pour Nizia, donc, la population 2022, c'est 1114 et les nombres de ménages, c'est 114. Mnikaoulish, c'est population 2022, c'est 1308 et le nombre de ménages est de 250. Pour les sources de données, en fait, c'est auprès des guérisseuses traditionnelles, donc 4 femmes âgées de 72 à 85 ans, les patientes, 40 femmes âgées de 15 à 70 ans, et les habitants du Douar, c'était plus d'une vingtaine de personnes. J'ai interrogé pas uniquement des adultes, mais aussi beaucoup d'adolescents, surtout des lycéens. Voilà, parce qu'ils venaient me parler, ils s'intéressaient un peu à ce que je faisais et voilà, de fil en aiguille, ils me parlaient de leur expérience et aussi de comment ils voyaient ces guérisseuses traditionnelles.
et aussi l'infirmier pardon, du dispensaire de Nikaouch. Alors, au niveau des pistes. Alors, quand j'ai effectué en fait mon terrain, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc, je voulais faire de la recherche sur la médecine traditionnelle des femmes. Mais bien sûr, moi, en fait, j'attendais que le terrain me dise ce qu'il avait à m'offrir côté information. Donc, l'une des premières informations en fait qui revenait au niveau de mon terrain, c'est le concept de la baraka. Donc, ce concept-là, c'est ce qui permet justement à ces femmes d'avoir la légitimité d'exercer ce métier de guérisseuse traditionnelle. Si elles n'ont pas la baraka, elles ne sont pas légitimes. Donc, moi, je me suis intéressée à d'où venait cette baraka. Ça veut dire comment est-ce que ces femmes-là, en fait, comment elles arrivent à avoir cette baraka. Donc, la baraka, c'est soit elle est héritée d'un parent, soit directement d'un parent, ça peut être le père, la mère, le grand-père, la grand-mère ou la tante, voilà, d'un parent. Ou bien pas nécessairement qu'il y ait un lien de famille entre la personne qui a reçu la baraka et la personne qui la donne. Ça peut être juste une personne, voilà, on voit qu'elle est capable et qu'elle a tous les atouts pour pouvoir exercer ce métier et on lui passe cette baraka. Soit, au fait, selon les dires des guérisseuses, on est directement choisi par la force divine, soit par Dieu, qui, en fait, donne cette baraka à cette personne-là. Et cette personne peut commencer à exercer ce métier de guérisseuse traditionnelle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un concept très, très important parce que, voilà, sans cette baraka, il ne peut y avoir de soins, même si en fait, il y a vraiment des techniques de soins. Je vais en parler là tout de suite. Et en fait, aussi au niveau de la perception des patients et des guérisseuses traditionnelles sur l'efficacité des traitements, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup interpellée au niveau du terrain. C'est que en fait, les patients et les patientes, vis-à-vis des guérisseuses traditionnelles, en fait, on croit que tout simplement, les guérisseuses traditionnelles ont des savoir-faire. Au-delà, bien sûr, on dit que c'est la baraka qui permet de guérir, mais aussi on sait que ces personnes-là, ils ont certaines techniques, comme les techniques du massage, je vais vous montrer tout à l'heure au niveau d'une vidéo, afin de pouvoir guérir certains maux, en fait, qui ne peuvent être guéris par la médecine moderne. En fait, il y a plusieurs personnes qui sont parties voir des médecins, c'était vraiment de l'errance médicale, qui sont partis voir à la capitale, à Casablanca, donc l'une des grandes villes du Maroc, mais sans résultat. Et c'est auprès des guérisseuses traditionnelles qu'ils ont pu trouver en fait une réponse à leurs maux à travers des pratiques comme soit des plantes, soit en fait des massages. Donc la pratique du massage, c'est l'une justement des pratiques les plus utilisées. Donc déjà, on l'appelle dlik. Donc dlik, ça veut dire massage. Et ces guérisseuses, justement, on les appelle likedlik. Donc c'est celles qui massent. Donc c'est vraiment le point commun entre toutes ces guérisseuses-là. Toutes ces guérisseuses, elles pratiquent cette pratique justement du massage et ça permet en fait de guérir plusieurs maux. Ça peut être, voilà, genre par exemple une entorse ou bien des maladies. Comme par exemple, moi j'avais en fait trouvé une maladie, ce qui au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas du tout à trouver d'explication au niveau de la médecine moderne. En fait, c'est le ventre qui se gonfle, que ce soit pour les enfants ou pour les femmes ou les hommes, même adultes. On dirait que c'est des gaz et ça donne des douleurs atroces. Donc la personne n'arrive plus à manger ni rien du tout. Et c'est en fait uniquement
une certaine technique de massage qui calme ces douleurs-là, même pour les enfants et pour les adultes. Mais en fait, je n'ai pas du tout trouvé d'équivalent au niveau de la médecine traditionnelle moderne. J'ai posé beaucoup de questions à plein de médecins. Et en fait, même les patients, en fait, ils m'ont dit qu'ils partaient en fait voir les médecins, qui leur disaient bah c'est peut-être juste des gaz, qui leur donnaient en fait des traitements, mais que ça ne marchait pas du tout. C'est uniquement ces massages qui permettaient de guérir cette maladie. Et cette maladie, au fait, s'appelle Bouderk. Et je précise que par rapport à cette maladie, elle se retrouve uniquement dans quelques villages, même dans toute la région, elle n'est pas présente. Donc voilà, donc c'est une question que je n'ai pas encore pu résoudre. Alors, donc j'ai encore combien de temps? Donc on avait commencé à 35, juste pour que je puisse. Donc là, c'est 57. Vous avez encore quelques minutes, mais il faudra peut-être laisser un petit peu de temps pour des questions éventuelles. Oui, d'accord. Donc, en fait, ce que je voulais faire, c'est que justement, puisque j'ai parlé en fait de l'importance de la pratique du massage, je voulais vous montrer une vidéo. En fait, une vidéo, je vais vous montrer deux extraits qui montrent en fait les pratiques du massage. Donc, la première en fait que je vais vous montrer. Alors, elle est où? Hop. Donc, en fait, celle-ci, c'est avec l'une des guérisseuses, au fait, au niveau du village de Mnikaouluch. Je vais vous la montrer de suite. Et en fait, il y a sa fille qui travaillait dans les champs de cannabis durant l'été. Et en fait, elle s'était fait mal, en fait, dans le champ. Et en fait, quand elle est revenue le soir, elle a demandé à sa mère de la masser afin de diminuer, en fait, les douleurs. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Et là, en fait, ce qu'on voit, en fait, c'est juste du savon comme du savon de Marseille, qu'elle a mis, au fait, dans de l'eau, dans une bassine d'eau chaude. Elle l'a laissé pendant à peu près 20 minutes avant de commencer le massage. Donc, je vous montre la vidéo. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le geste ou l'entendu. En fait, elle a craché dans sa main avant de terminer son massage. Donc, en fait, comme je disais, en fait, elle a craché dans sa main avant de terminer son massage parce que tout simplement, pour cette guérisseuse traditionnelle, elle a reçu sa baraka à travers le crachat. C'est sa tante qui lui a passé en fait, la baraka en lui crachant dans la bouche. Donc, en fait, c'est sa salive qui contient cette baraka. Donc, afin de bénir ce massage, donc elle se crache dans la main avant de masser le bras de sa patiente. Mais en fait, sa patiente, ce jour-là, c'était sa fille. Donc, voilà, même si en fait, il y a la, peut-être, je sais pas si voilà, j'ai pas traduit, mais en fait, c'est juste, elle lui disait, c'est là, non, maman, c'est là, ça me fait mal, voilà. Donc, et pour la vidéo suivante que je voulais montrer, alors, hop, non, c'est pas là, hop. C'est, excusez-moi, juste je cherche rapidement. Donc,
Oui, donc c'est celle-ci. Hop. Non, c'est pas celle-ci, pardon, c'est celle-ci que je vous ai déjà montrée. Donc c'est là. Oui, c'est celle-ci. Non, pardon, c'est pas celle-ci. 826. Oui, pardon. Là, voilà, c'est bon, je l'ai retrouvée. Voilà. Donc là, au fait, c'est le massage au fait au niveau du ventre d'une dame en fait qui avait mal au ventre. Et en fait, là, on est dans la maison de la patiente. Donc la guérisseuse s'est déplacée et je suis partie avec elle pour en fait, voilà, pour traiter cette dame. Et le massage est effectué avec de l'huile d'olive dans laquelle on a inséré des oignons. Donc, en fait, comme voilà, pour faire vite, en fait, je vous ai montré juste un petit extrait. En fait, là, on voit qu'il y a la présence de l'enfant. Donc, c'est le fils de la patiente. Et je pense que vous les avez entendus rigoler, en fait, toutes les deux. En fait, c'est juste qu'elle était en train de dire à sa patiente, bah, il faut pas que ton mari se rapproche de toi ce soir. En fait, il faut pas qu'il y ait de relations sexuelles parce que tout simplement, en fait, il faut que l'utérus retrouve sa place parce qu'en fait, c'est l'utérus qui te donne en fait ces douleurs. Donc, je suis en train en fait de te soulager, mais il faut éviter toute relation sexuelle durant en fait pour ce soir. Il faut rester au chaud. Donc, en fait, l'enfant, il avait entendu, en fait, il a dit que je vais le dire à mon père, et en fait, la mère lui disait non, non, il faut rien dire, il faut pas dire qu'on parlait de ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà. Donc, au niveau de. Alors, Aïcha, juste oui, une remarque, on oui, n'entend pas le son hein, quand vous partagez les vidéos. Est-ce Oui, que tout quand d'accord. à vous avez fait. fait le partage de l'écran, vous n'avez pas dû cocher partage de Si, son? si, justement, j'ai coché quand ça a mis, au fait. Bon, Mais c'est pas on très. n'a pas. Moi, j'avais pensé que vos vidéos n'étaient pas sonores, en fait. Si, Mais si, 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 ok, c'était sonore, oui. Moi, je pensais que ok. vous entendiez Non, non, les. du tout. D'accord, bah, ce n'est pas grave. Donc, au fait, voilà, donc, hop. Alors, excusez-moi. Donc, au fait, voilà, donc, en fait, ce que j'étais en train de dire, c'est que, en fait, par rapport à ces guérisseuses traditionnelles, donc, en fait, c'est soit, comment elles travaillent, tout simplement, c'est soit les personnes, en fait, se déplacent chez elles pour, en fait, qu'elles soient soignées, soit c'est les guérisseuses traditionnelles qui se déplacent, surtout quand la personne ne peut pas se déplacer, qu'elle a par exemple mal aux jambes ou autre, donc c'est la guérisseuse qui va se déplacer. Et des fois, même s'il y a besoin en fait de revenir, des fois il faut faire des soins quotidiens, donc la personne elle se déplace le jour 1, le jour 2, le jour 3 ou bien un jour sur deux. Euh, Comment ça se passe au niveau du paiement? En fait, il n'y a pas de tarif fixe comme ça peut exister dans d'autres pays d'Afrique. Il n'y a pas de tarif fixe déjà pour cette région. Donc, en fait, soit on va lui donner en fait de l'argent, c'est possible, mais en fait, c'est le patient qui va estimer, qui va donner selon ses moyens. Des fois, on va tout simplement la remercier. Des fois, on va lui donner du sucre ou du lait, ou bien on va lui donner des olives, de l'huile d'olive. Donc, c'est pas nécessairement de l'argent. Et elle, en fait, même si elle n'est pas, en fait, elle n'a que ça en fait pour avoir une rentrée d'argent, elle ne va pas, par exemple, ne pas revenir chez quelqu'un parce qu'il ne lui a pas donné de l'argent ou bien qu'il l'a très mal payé.
parce que pour elle, elle estime que le fait qu'elle ait eu cette baraka, c'est un devoir en fait qu'elle a envers en fait les personnes, les habitants de son village. Donc elle doit les soigner. Elle a été justement choisie pour jouer ce rôle et elle doit le jouer. En fait, elle ne doit pas chercher en fait à s'enrichir ou des fois même, voilà, pas nécessairement s'enrichir, mais à avoir en fait une contrepartie. Donc, si on lui donne, bah, elle est contente. Si on ne lui donne pas, elle est contente aussi. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment elle ne s'attend pas vraiment à avoir une contrepartie. Et c'est des personnes qui sont joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand j'étais, en fait, parce que moi, mon terrain, je le passais, en fait, auprès de ces guérisseuses. Donc, le téléphone, il peut très bien sonner à 1 heure du matin. On peut l'appeler pour une urgence. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces guérisseuses traditionnelles, elles ne s'occupent pas uniquement des humains, mais elles s'occupent aussi des animaux. En fait, elles vont s'occuper aussi des vaches, des chèvres, et voilà. Donc, si une vache a du mal à donner bas, au fait, on va appeler cette guérisseuse qui va justement aider cette vache à pouvoir mettre bas. Et en fait, toutes ces guérisseuses traditionnelles, leur premier contact justement avec le métier de soin, c'est en fait être sage-femme, c'est donner la vie en fait. C'est quelque chose voilà que j'ai remarqué en fait pour toutes les soignants traditionnels. Le premier contact aux soins, c'est vraiment être sage-femme. C'est vraiment aider une femme à accoucher. Donc voilà, voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de choses, donc je suis limitée par le temps. Donc je vous laisse voilà me poser les questions. Voilà, je suis toute oui. Voilà, et merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïcha. Oui, je vais peut-être laisser la parole tout de suite parce que Kyunchang doit prendre le relais dans 8 minutes. Aux collègues s'il y a des questions à vous poser. Alors moi, j'en aurais pas mal à vous poser, mais on en parlera peut-être en off. Je vais peut-être laisser la parole aux collègues en priorité. Bonjour, je me permets, je peux. Oui, bien sûr. C'est très intéressant ce que vous venez de nous partager. Ça me fait aussi revenir à mon enfance, étant aussi moi originaire du Maroc et étant aussi enfant d'une famille et d'une tante qui est guérisseuse. Mais il y a deux choses, à mon avis, auxquelles il faut faire attention, parce qu'il y a les charlatans, il y a les guérisseurs. Parce que là, il faut faire attention, il y a des charlatans, il y a des guérisseurs. Vous l'avez dit, par exemple, les charlatans, ils demandent de l'argent. Mais là, la dame, il ne demande pas d'argent. Donc, il fait ça parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, une baraka, il y a quelque chose d'autre. Il y a la deuxième chose, pour être bref, c'est le don, la relation, bien le lien entre le don, vous allez voir avec l'anthropologue Marcel Mauss, et la baraka. Parce qu'il y a un lien entre le don et la baraka. Et ces femmes-là, donc que j'ai connues, ces femmes, ils ont cette baraka. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné quelque chose. Soit parfois, il y a des femmes qui ont perdu un enfant, ils ont perdu quelque chose, c'est un sacrifice. Ou parfois, ils ont donné un animal, ils ont sacrifié un animal pour avoir cette baraka. Donc, je m'arrête là juste pour... Alors, je vais répondre. En fait, pour cette question de charlatan et de guérisseur, en fait, j'en suis bien consciente. Mais en fait, justement, moi, je me suis intéressée à des guérisseuses traditionnelles qui sont reconnues par le village et qui ont des savoir-faire. En fait, la pratique du massage, elles sont aussi sages-femmes, donc il y a vraiment un savoir-faire. Donc, au-delà du fait qu'elles ont la baraka. Pour la question de la baraka, elle est très différente et elle peut différer. En fait, la notion de baraka est très importante au Maroc, dans tout le pays, mais au niveau de ces deux villages, j'insiste, au niveau de ces deux villages sur lesquels j'ai travaillé, la baraka n'a pas de relation avec le don. On ne donne rien pour recevoir la baraka, mais en fait, on doit être choisi, soit par un des membres, en fait, qui a en fait un membre de la famille, par exemple, qui a déjà la baraka, il va choisir une personne qu'il considère qu'elle a tous les atouts pour pouvoir en fait jouer ce rôle. Je m'explique.
par exemple, l'une des guérisseuses, moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, vous avez 2 filles. Pourquoi est-ce que vous ne donnez pas votre baraka à l'une de vos 2 filles afin qu'elles prennent le relais? Elle m'a dit, mes filles ne peuvent pas jouer ce rôle. L'une est fainéante et l'autre, elle a peur du sang. Donc, elles ne peuvent pas du tout jouer ce rôle. Donc, si elle m'a dit carrément, si tu veux, je te le donne à toi. Voilà, en fait, elle m'a proposé de me donner, en fait, parce qu'elle, voilà, je ne sais pas ce qu'elle a vu en moi. Peut-être qu'elle voyait que je suis motivée. En fait, elle me l'a dit comme ça. Et je lui avais posé la question, pourquoi est-ce que c'est ta tante et non pas ta mère qui a reçu la baraka? Elle a dit que ma mère n'avait pas les atouts. En fait, la grand-mère maternelle a choisi l'une de ses 2 filles pour justement lui passer la baraka. Elle ne l'a pas passée à n'importe qui, en fait, de ses filles, à une de ses filles. Et en contrepartie, la tante ne l'a pas passée ni à ses filles, ni à ses belles-filles, mais elle a choisi la fille de sa sœur, donc sa nièce, qui est en fait la guérisseuse auprès de l'une des guérisseuses auprès de laquelle j'ai passé mon terrain. Mais il n'y a pas du tout en fait de don ou de sacrifice qui a été effectué. C'est vraiment on est choisi. Il y a un nombre de critères en fait qu'on doit remplir, parmi eux le courage par exemple, pour pouvoir avoir cette baraka. Voilà, merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a le temps pour une autre question, sinon, c'est pas Si, grave. si, on peut prendre encore une autre question. En 2 minutes, peut-être 3 minutes, c'est peut-être rapide, mais Oui, moi, je voulais savoir, de manière plus générale, au-delà de ce que vous nous avez présenté aujourd'hui, qui était très intéressant, mais ce qui m'intéresse, c'est un petit peu de manière plus générale, quand vous allez sur ce terrain-là, ou quand vous choisissez ce sujet-là, les médecines traditionnelles, quelles sont les questions que vous vous posez? C'est vrai que le terrain, quelles sont les questions que vous vous posez? C'est vrai que le terrain, vous vous laissez, c'est très bien, laisser faire venir, faire surgir le savoir, mais néanmoins, et c'est lié avec peut-être avec une deuxième partie de ma question, mais je voulais pas que ce soit trop directive ma question. Euh, Parce que derrière les questions que vous vous posez, il y a aussi certaines notions théoriques ou certains appuis théoriques. Donc, je ne sais pas dans quelle direction vous allez. Ça m'intéresserait. Moi, j'ai travaillé sur la folie, ça n'a rien à voir. Parce que c'était pas de l'ethnomédecine, enfin, un peu de l'ethnomédecine, mais c'est surtout sur des sources textuelles. Mais je me suis intéressée au déterminisme culturel de la maladie, de qu'est-ce qu'une maladie, comment elle est définie, etc., etc. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous mettez derrière dans cette recherche-là. Quelles sont les questions que vous vous posez, Oui, que alors vous merci. considérez importantes de manière Oui, générale. merci pour cette question. Alors, c'est vrai en fait que moi, je me suis pas très bien exprimée. En fait, quand je voulais dire en fait que je laissais le terrain me parler, c'est en fait par rapport au premier terrain. Donc en fait, parce qu'au côté méthodologie, moi, je travaille avec de la théorisation ancrée. Donc en fait, tout simplement, j'avais des questions en tête. Tout simplement, tout d'abord, la première question, c'est est-ce qu'il y a une médecine traditionnelle, tout d'abord, qui existe? À quoi ça ressemble? En fait, j'avais des idées vagues. Par exemple, moi, quand on parlait en fait de charlatans, j'avais voilà une idée vague par rapport à certaines pratiques magico-religieuses en quelque sorte. Et en fait, par exemple, j'étais choquée par le fait, choquée parce que je ne m'y attendais pas à ce que je retrouve un savoir-faire qui soit bien précis de massage, une technique de massage qui se ressemble au fait, même si je change au fait de village, c'est la même technique qui est au fait utilisée avec voilà une préparation avec de l'eau chaude par exemple, c'est de l'huile d'olive qui est utilisée, qui est chauffée avant d'être utilisée. Et côté, en fait, côté théorique, j'ai fait effectuer, voilà, j'ai bien sûr, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le savoir des femmes. Donc, côté, en fait, théorisation, en fait, c'est vraiment le savoir des femmes, comme, en fait, l'a fait Madame Pourchet au niveau de ses recherches. D'accord. Non, mais je me demandais si vous vous posiez des questions du type l'efficacité symbolique ou les complexes. Vous savez, il y a des maladies qu'on dit
ethnique, la moque, enfin, c'est le cas classique de la moque. Donc, l'actualité c'est-à-dire revisiter ce thème-là, et puis la plantine sur comment on soigne l'extérieur, l'intérieur, tout ça, je sais pas. C'est des questions que moi je me posais. Donc voilà. Mais je Oui. veux pas aller, je veux pas vous embêter plus. Oui, oui. Non, 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 je vais juste y répondre rapidement, en fait, par rapport à ces maladies qui sont propres, en fait, à ces régions-là. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai trouvé une maladie, mais en fait, j'arrive pas toujours à me prononcer, en fait, j'arrive pas à décider et dire est-ce vraiment une maladie qui existe que là? En fait, c'est Bouderek. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le ventre se gonfle, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, et il y a une errance médicale, en fait, et moi-même, je suis en errance médicale parce que je cherche à gauche et à droite. J'ai cherché en France, j'ai cherché au Maroc, j'ai Vous demandé avez à des assisté à une séance de guérison de cette maladie-là? plusieurs, pas seulement une, plusieurs. D'accord. Ok. Merci. Avec plaisir. Bien, je suis désolée, il va falloir qu'on arrête là, Aïcha. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Et je pense qu'on reprendra la discussion toutes les deux. C'est à présent au tour de Kyoncheng de nous présenter sa recherche. Donc, Kyoncheng, vous êtes toujours là? Oui, vous êtes toujours là. OK. Donc, on va vous laisser prendre le relais. Alors, théoriquement, on devrait... Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Je partage mon écran. Oui, c'est bon. On a le PowerPoint. Oui, bonjour. Comme vous savez, je fais des études sur la Chine et Madagascar. En même temps, plus précisément sur les devins geysers de ce pays. Du coup, s'il n'y a pas assez de temps, je parle seulement du cas Matkash. Et comme vous avez vu, ce titre est un peu étrange, surtout pour les gens de la société moderne. Et pour comprendre comment ce sujet est choisi par moi, je vais vous raconter d'abord une petite histoire. Et mon intérêt pour l'anthropologie vient en grande partie de ma curiosité pour ce qui est mystérieux et lointain, surtout les coutumes très particulières de certaines tribus reculées en Afrique. Et bien sûr, l'anthropologie étudie aujourd'hui non seulement les phénomènes des sociétés modernes, mais aussi des phénomènes euh, des sociétés, comment dire, c'est-à-dire maintenant l'anthropologie elle ne se limite plus aux sociétés modernes. Et il y a quand même beaucoup d'anthropologues qui étudient la société moderne française. Et cependant, beaucoup d'études sur Madagascar se concentrent toujours ou bien encore sur les aspects un peu arriérés, c'est-à-dire les aspects traditionnels, comme les geysers, la possession, etc. Et mon mémoire de master portait sur l'influence de l'argent sur la construction de l'identité des soignants en Chine et à Madagascar. Et bien que j'ai déjà introduit le concept assez moderne de l'argent pour cette société peut-être un peu traditionnelle, ce travail n'est pas basé sur mes enquêtes de terrain parce que à cause de la pandémie, je n'ai pas pu me rendre à Madagascar. Par conséquent, ma compréhension de Madagascar vient entièrement de la littérature ethnographique. Et ces ethnographies décrivent souvent en détail beaucoup de rituels surnaturels. Donc, l'année dernière, au printemps, j'ai finalement fait un terrain à Madagascar pour étudier les relations traditionnelles entre soignants et soignés. Au début, je ne connais pas beaucoup de gens sur place et j'ai dû me contenter de faire des enquêtes dans une clinique plutôt moderne, pas du tout liée au rituel. Un mois est passé et mon désir de découvrir un monde plus traditionnel et ritualisé grandissait énormément. Au fur et à mesure, je rencontrais plus de gens et j'ai finalement obtenu une adresse d'un geyser traditionnel.
Et voilà, je m'y suis rendu très excité tout au long du trajet. Je fantasmais sur la scène mystérieuse du traitement. D'abord, peut-être il y a un vieil homme assis dans un coin, évidemment possédé, hein, et il utilise le pouvoir des esprits pour appliquer divers sorts et rituels de guérison sur les malades. Et ces malades, au début, ils sont fous et incontrôlables. Mais enfin, ils s'apaisent progressivement à mesure que les esprits maléfiques sont expulsés de leur corps. Mais en fait, quand je suis finalement entré dans la salle de soins, j'ai été très, très déçu. Le thérapeute, il est juste un jeune homme d'environ 35 ans qui parle beaucoup et qui rit avec ses malades. En même temps, il broie du bois en poudre médicinale avec un instrument émoussé. Pendant le diagnostic, il n'y a pas du tout de possession. Il utilise simplement un miroir pour écouter les esprits qui lui parlaient à travers. Et à travers ce miroir, il reste totalement conscient, hein, tout le temps, c'est-à-dire il n'est pas du tout possédé, hein, et il parle comme les gens ordinaires. Et bien sûr, seulement lui qui peut entendre les voix des esprits. Parfois, pour des maladies un peu simples, comme des maux de ventre ou bien les mal aux dents, il n'a même pas besoin de consulter le miroir. Et il commence directement à broyer les médicaments. Et plus tard, après avoir rencontré plus de guérisseurs, j'ai réalisé que les rituels de possession ne sont pas aussi courants que je le pense. Certains guérisseurs extrêmes, bon, ce sont des cas extrêmes, hein. Ils se contentent simplement d'utiliser des herbes traditionnelles, c'est-à-dire des plantes traditionnelles, sans aucun contact avec les esprits devant les soigner. Et cela m'a amené à me poser cette question, hein. Pourquoi existe-t-il une telle diversité parmi les guérisseurs traditionnels? Pourquoi l'importance des esprits varie euh, dans les scénarios de guérison? Et en fin de compte, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi différents types de guérison peuvent coexister et comment ce système médical traditionnel se différencie en interne. Et bon, là, c'est un peu, c'est très théorique. Pour gagner un peu de temps, peut-être je vais passer cette étape. Et je parle juste très bien, brièvement de l'importance de la notion de l'existence en anthropologie. C'est-à-dire, il faut vraiment connaître la vraie existence des esprits. Il faut seulement après, comment dire, comment on dit ça, c'est-à-dire il faut qu'on connaisse l'existence des esprits que nous pouvons vraiment voir les vrais contacts ou bien les vraies interactions entre les humains et les esprits. C'est un peu comme, c'est un peu comme l'éducation contemporaine. Avant, on pensait que l'enfant est juste un objet qui doit apprendre beaucoup de choses. Il n'est pas indépendant. Non, non, c'est-à-dire les enfants sont toujours dépendants. Mais pour l'instant, l'éducation moderne pense que les enfants ont leur propre pensée. Du coup, il faut aussi respecter les enfants. Ça, c'est le principe du tournant ontologique. C'est-à-dire, il faut vraiment que ces objets sont indépendants pour qu'on puisse avoir un lien avec des contacts avec eux. Comme la forêt, c'est pareil, l'enfant pareil, et les esprits sont aussi pareils. Et voilà, mais donc, enfin, mon intérêt est donc, c'est sur la philosophie de la coexistence. Mais en fait, j'avoue que ma connaissance de la philosophie occidentale est assez limitée. Donc, pour l'instant, je me préfère
ou bien je me réfère plutôt à la philosophie de la coexistence dans la pensée taoïste. Et d'abord, voyons quelques phrases dans le Tao Te Ching. Et les choses sans nom sont appelées le début. Les choses avec un nom sont appelées la source ou bien la mer, littéralement. Le Tao, parfois sans désir, observe simplement la naissance des choses. D'autres fois, avec désir, il assiste à la disparition de certaines choses. Le nommé et le non-nommé, bien que c'est des noms différents, proviennent de la même origine. Pour approfondir notre compréhension des idées de Lao Tzu, nous devons sortir de notre perspective moderne des caractères simplifiés et retourner aux écritures à l'époque de l'auteur. D'abord, nous devons considérer ensemble ces trois caractères, femme, début et mère. La caractère de femme représente l'image d'une femme assise sur le sol. Et le début, il combine un bébé et une femme. Donc, le caractère de début symbolise le stade initial de la femme ou un état de non-grossesse. La caractère de mère correspond à la caractère de femme. Et dans le caractère femme, les deux points représentent, non, dans le caractère de mère, les deux points, il y a 2 points plus que le caractère de femme. Et ces 2 points représentent les seins, conférant à la femme une valeur accrue, ce qui signifie que la mère est l'aboutissement de devenir une femme. Et lorsque les choses sont dans l'état de début, c'est-à-dire l'état de la femme, c'est-à-dire au stade ou bien au stade initial de la femme, elle est son nom. Lorsqu'elle atteint l'état de mère, c'est-à-dire le stade de maturité de la femme obtient un nom. Comment une femme qui n'est pas enceinte pourrait-elle être son nom? Nous pouvons l'appeler évidemment une jeune fille. Ici, nous devons comprendre cette phrase avec une pensée abstraite. Du point de vue de la reproduction, le début n'a pas de fonction de reproduction parce que elle possède seulement d'une forme sans utilité. Donc, il est inutile. Et ce qui est inutile est temporairement sans nom dans le monde. La différence entre la mère et une jeune fille est que non seulement elle a le corps d'une femme, mais aussi qu'un espace vide qui est créé à l'intérieur du corps de la femme, c'est-à-dire il y a une part de non-être, c'est-à-dire sans appellation, est créée dans le être. Ce être, c'est avec appellation. Cet espace vide est utilisé pour la gestation d'un bébé. Nous découvrons qu'une existence qui n'a qu'aucune partie être sans la partie non-être. Parce que le non-être n'a pas d'usage pratique et ne peut pas exister dans ce monde. Bon, c'est un peu compliqué, mais nous pouvons comprendre mieux par les phrases suivantes de Lao Tzu. C'est l'espace entre les rayons qui permet à une roue de fonctionner. Ce n'est pas que les anciens Chinois n'ont pas essayé de fabriquer des roues en bois plein, mais de telles roues se déforment trop facilement avec les changements de température et d'humidité. Même maintenant, les roues modernes, il y a des espaces pour que la roue est plus flexible. Lors du travail de l'argile, fabriquer une poterie pleine est inutile, mais c'est la création du vide qui lui donne l'usage recherché. En construisant une maison, c'est en creusant des portes et des fenêtres qu'on libère de l'espace, rendant la pièce utilisable. Ainsi, être signifie le profit. Sans être, c'est l'usage. Et nous constatons
que l'être et le non-être sont les deux faces d'une même existence. Et les Chinois modernes confondent souvent le profit et l'usage. Ils les fusionnent en un seul concept de profiter. En réalité, ce que Lao Tzu décrit comme profit et usage sont deux processus interconnectés. Le profit est l'être de soi s'insérant dans le non-être de l'autre, tandis que l'usage est le non-être de soi, dans lequel s'insère l'avoir de l'autre. Les choses dans le monde s'entremêlent ainsi, semblables à une structure d'assemblage par deux noms et mortaise. Donc, la raison fondamentale de la coexistence de toutes choses de ce monde est donc leur utilisation mutuelle. Si quelque chose doit être utilisé, il faut créer et offrir un espace de non-être. Créer un non-être, c'est céder une partie de soi qui est délimitée. Par exemple, une pièce nécessite des murs pour être formée et une table a besoin d'un plateau pour servir de support. De plus, une pièce doit être accessible pour être utilisée. Une table est capable d'être utilisée parce qu'elle est déjà ouverte vers le haut. Bon, suivant cette logique d'utilisation mutuelle, nous pouvons analyser pourquoi les esprits et les personnes ou bien les marquages vivants coexistent à Madagascar. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je présente seulement comment le premier monde et le deuxième monde se forment. Le premier monde, c'est le monde sauvage. Avant l'arrivée des humains ou bien des malgaches, l'espace et toutes les choses de Madagascar sont appartenues au génie de nature. Les humains doivent négocier avec ces génies de nature à travers des rituels pour pouvoir créer des villages et utiliser les ressources naturelles. Autrement dit, créent les gens créent une maison dans le monde des génies à travers des rituels. Et l'espace ainsi que les ressources naturelles au sein de cette maison deviennent alors la propriété des humains. Et les rituels, quand même, ils demandent beaucoup d'énergie. Et si les humains pouvaient devenir des êtres équivalents au génie de nature, ils pourraient accéder plus facilement aux ressources naturelles. C'est pourquoi les Malgaches ont commencé à vénérer et à créer des ancêtres, considérant leur terre comme la terre des ancêtres, et puis transformant ainsi le monde malgache. Avant, c'est appartenu à un génie, mais maintenant, ce monde appartient aux ancêtres. Comme les ancêtres sont liés aux humains par le sang, les ancêtres ouvrent souvent généreusement leur monde matériel. Comme ça facilite ainsi l'accès des humains aux ressources naturelles. Et cependant, en tant qu'esprit, les ancêtres ont toujours un côté instable. Le contact direct avec les ancêtres est considéré comme dangereux car les ancêtres peuvent provoquer des maladies. Donc, les Malgaches ont dû ajouter des restrictions dans cet espace des ancêtres pour bloquer les aspects incontrôlables des ancêtres. Donc, les ancêtres sont dorénavant limités à quelques individus forts. Donc, ces individus forts, souvent, ce sont les geishers possédés ou bien parfois, ça peut être les rois. Et pour finir la partie malgache, on discute donc de la manière dont les habitants malgaches, comment ils trouvent, comment ils perçoivent et acceptent les médicaments modernes. D'abord,
il est important de comprendre le concept de Hazen. C'est une unité semblable à mana, mais utilisée dans un contexte plus large. Les choses liées au sacré comme les mégalithes, les ancêtres, les geysers ou bien les plantes traditionnelles sont considérées comme ayant du Hazen. Dans le domaine profane, les choses associées à la chance ou bien au succès sont aussi liées à cette matière. Par exemple, un pêcheur avec une grosse prise a plus de hazen qu'un pêcheur sans prise. Et un vélo qui fonctionne parfaitement est aussi dit avoir du hazen parce que ça fonctionne bien comme le travail de pêcheur. Souvent, on dit que les charmes ou les remèdes des plantes traditionnelles ont du hazen ancestral. C'est pour ça que ça marche et que ces plantes peuvent guérir vraiment les maladies. Et pour moi, les médicaments modernes et traditionnels sont très différents. Donc, j'ai fait une petite expérience. J'ai demandé à un médecin si c'est-à-dire que je demandais à un médecin de poser cette question à ces malades, si les médicaments modernes ont aussi du hazen. Le médecin a demandé, donc, et puis le médecin va encore demander entre les médicaments traditionnels et les modernes, lequel a plus de hazen. En fait, le médecin n'a pas bien compris ma question. C'est-à-dire, au début, je voudrais simplement demander si le médicament moderne a du hazen, mais le médicament demande cette question directe au malade, c'est-à-dire entre les médicaments traditionnels et modernes, qui a plus de hazen. C'est-à-dire, pour ce médecin-là, c'est une évidence dans leur culture que le médicament moderne a aussi du hazen, donc ce n'est pas la peine de poser cette question un peu con. Et beaucoup de patients trouvent cette question aussi très naturelle. Ils ne se demandent pas, ah bon, les médicaments modernes ont aussi du hazen, mais non, ils répondent directement pour eux. Lequel est plus efficace ou bien a plus de hazen. Et donc, ça montre que pour les patients, les médicaments traditionnels et modernes suivent la même logique, c'est-à-dire la logique de hazen. Et plus tard, j'ai parlé avec une patiente très moderne ou bien très occidentalisée. Elle a dit en fait, bien que c'est un peu étrange de dire que les médicaments modernes ont du hazen, mais ce n'est pas non plus faux. On peut éventuellement utiliser ce mot pour dire que les médicaments modernes ont un effet positif. Donc, hazen est un concept pour moi moniste. C'est une force qui anime la nature et la société. Et les garçons ont besoin du hazen pour devenir des hommes et s'intégrer dans la société. Le roi doit collecter le hazen à travers des rituels pour obtenir un statut sacré. Et l'énergie surnaturelle, hazen, est souvent une force de bénédiction. Elle est soit déjà maîtrisée par le divin geyser, soit favorable aux hommes. C'est comme un exemple que je viens de poser. Le pêcheur prend plus de poissons s'il a le hazen, parce que le hazen est toujours favorable aux humains. Et donc, en parlant de hazen, en fait, le travail du roi consiste à transmettre le hazen des ancêtres à ces sujets pour maintenir la fertilité et la stabilité. Donc, le hazen, cette source est vraiment liée à la fertilité et la stabilité. Souvent, surtout les femmes qui n'arrivent pas à être enceintes, ils vont demander le roi ou bien les divins geysers de faire un rituel pour obtenir plus de hazen. Et
Et le problème, c'est que euh, dans la vie culturelle à Madagascar, seulement les ancêtres et le roi ou bien le kaiser peuvent changer la direction du flux de Hazen, c'est-à-dire qu'ils peuvent réaliser des rituels. Et donc, c'est pour ça c'est pour ça que ces gens obtiennent du pouvoir politique. Donc, c'est pour ça qu'on considère aussi que la société malgache est hiérarchique. Cependant, ça ne signifie pas que le Hazen ne peut exister que dans des interventions rituelles ou bien qu'il ne peut être produit que par des rituels ancestraux. Il existe à la fois dans le sacré et le profane, et même dans les médicaments modernes. Et Razena, donc, il navigue et se disperse à travers différents mondes, la nature, l'univers, l'humanité et même la technologie sont interconnectés dans ce système. Cette caractéristique fondamentale du monisme est sa fluidité. Elle souligne la capacité des gens à s'intégrer et à participer au monde. Dans cette perspective, les divinités ne sont que des concentrations de cette substance moniste en certains points et les divinités, c'est-à-dire les ancêtres ou bien les esprits, ne sont ni statiques ni totalement dominants. Et à Madagascar, avec ses croyances populaires très diversifiées, Hazen est présent dans différents esprits et semble avoir différentes natures. Mais, mais sous l'angle moniste de Hazen, les divinités ne sont que, comment dire, ne sont que des concentrations de Hazen limitées et formées de différentes manières, de diverses images, comme parfois il y a un esprit de son vivant et il a une reine, donc elle règle plutôt les problèmes, les maladies de femmes. Et c'est pareil pour les esprits des enfants. Souvent, ce sont les esprits des enfants qui occupent des maladies des enfants. Ils sont de différentes formes, mais leurs natures sont les mêmes, c'est-à-dire le Rasen. Et puis les geysers, ils sont les gens qui dirigent les esprits lors de différents rituels. Ils bloquent et divisent le flux de Rasen et en créant ainsi de nombreuses significations religieuses et effets thérapeutiques. Et si on ne veut pas accepter la possession, ça signifie souvent que le déséquilibre n'est pas encore assez grave. Donc, ça ne nécessite pas beaucoup d'intervention de Hazen qui vient du monde plus supérieur. Mais tandis que si on accepte la possession, ça signifie laisser tout le corps aux ancêtres. Donc, ça ouvre complètement les canaux pour recevoir du Rasen de monde supérieur pour corriger des désordres souvent beaucoup plus graves. Et pour revenir à notre question au début, pourquoi différents types de geysers peuvent-ils coexister? Ou bien pourquoi le monde sacré et le monde profane, l'esprit et l'humanité peuvent-ils coexister? D'abord, ils sont mutuellement bénéfiques et interconnectés. Ensuite, ils sont tous des produits de la concentration de Hazen sous différentes formes. Et essentiellement, il n'y a pas de différence entre eux. Et je pense qu'on n'a plus de temps pour parler de la Chine. Donc, peut-être je vais arrêter ici. Oh, vous pouvez peut-être prendre encore 5 minutes pour en parler peut-être un tout petit peu quand même, non? Ou Oui, je vais essayer de parler plus vite. rapidement? Bah oui, quand même, oui. ça serait dommage. Oui, donc on revient à la Chine.
Donc, d'abord, il faut admettre que mon cadre théorique n'est pas encore très parfait. Donc, je vais simplement mentionner le problème que je dois résoudre dans le cas de la Chine. Et la différence majeure avec Madagascar est que dans la société traditionnelle chinoise, la possession est très rarement observée et tous les caisseurs restent très conscients pendant tout le processus de Keïson. Cet anthropologue, Li Yiyuan, selon lui, il dit que c'est parce que le respect des Chinois pour les divinités est plus grand que leur sentiment d'intimité avec les divinités. Donc, il s'essaye plutôt de communiquer, c'est-à-dire même s'il essaye de communiquer avec les divinités, il utilise plutôt des symboles externes écrits. Dans la grande tradition, il est important de maintenir une certaine distance avec les esprits ou bien les divinités et de garder la conscience individuelle claire. Donc, il n'y a pas, en Chine, donc il n'y a pas un accent sur la compréhension des symboles écrits. Et donc, il existe un mépris pour les états de transe, c'est-à-dire les états de possession qui permettent une communication directe avec les divinités. La compréhension des symboles écrits mentionnés ici se réfère plutôt à la manière dont les devins chinois interprètent les lois de divination, souvent pour maîtriser ces lois ou bien cette technique. Ça nécessite vraiment un long apprentissage. Dans mes enquêtes de terrain, tous les devins, ils ont constamment souligné l'importance de l'apprentissage. C'est-à-dire que son apprentissage, même avec l'aide des esprits, les capacités de devins, ils s'affaibliraient progressivement. Mais lorsque nous parlions de Madagascar, le sujet était souvent le caisseur, mais tandis qu'en Chine, il serait plutôt plus approprié de parler de devin. Ou bien utiliser le mot devin. C'est pas parce qu'en Chine, il n'y a pas de caisseurs, c'est parce que même même les caisseurs chinois, ils suivent la même logique ou bien la même philosophie que les devins. C'est-à-dire pour les Chinois, que ce soit le corps humain ou le destin, leur trajectoire peut être prédite par des lois de l'univers. Et la plupart de ces lois ont été compilées en livres bien avant notre ère. Donc, ici, nous pouvons observer un autre mode de coexistence entre les humains et les esprits. Bien que, même en Chine, les humains et les esprits ont toujours une forme différente, mais ils suivent tous les deux les mêmes lois cosmiques. Donc, leurs mondes ne sont pas fondamentalement différents. Les Chinois agissent en apprenant les lois ou bien le langage de l'univers, tandis que les Malgaches ils agissent en créant des ancêtres, en ancestralifiant le monde, c'est-à-dire rendre le monde qui appartient dorénavant aux ancêtres. Puis, les Malgaches, ils dissimulent ces ancêtres pour pouvoir complètement profiter des ressources naturelles. Et, et, et comment dire, en fait, à Madagascar, il y a aussi des devins, mais les techniques de divination, ils sont venus de l'Arabie. Ces devins accordent une grande importance aux textes écrits en arabe et soulignent également l'importance de l'apprentissage comme en Chine. Mais d'une manière générale, les techniques de divination malgaches ont été
assimilé à la culture ancestrale, c'est-à-dire il faut forcément un ancêtre dans sa famille qui pratique la divination, que les descendants puissent hériter de ce savoir-faire. Donc, on peut dire que les techniques rituelles ancestrales sont plus dominantes que la divination par les tests. La raison de cette préférence culturelle sur les ancêtres, je ne peux pas encore répondre. Donc, j'ai besoin encore de visiter les devins malgaches en printemps pour pouvoir formuler des hypothèses sur cette question-là. Et voilà, c'est bon. Ok, merci beaucoup, Kencheng. Il y a sans doute des questions à vous poser. Oui, si possible. Bien sûr. Oui. Oui. Et bon, merci beaucoup pour cet exposé. Je l'ai trouvé très intéressant, peut-être un peu trop dense, ce qui est dommage parce que j'aurais vraiment voulu entrer dans une discussion peut-être un peu plus pointue. En tout cas, j'ai, oui, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai quand même une question. J'ai beaucoup aimé toute cette approche par l'ontologie, la philosophie, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, je voulais vous dire, vous avez commencé par poser le cadre théorique, celui de tournant ontologique. Oui. Euh, et je trouve ça très, très bien. Enfin, je veux dire, c'est pas là la critique, mais il me semble, vous allez m'expliquer si je me trompe, mais il me semble que vous avez peut-être un petit peu mal interprété ce tournant ontologique. Quand je sais pas, les Occidentaux vont au Madagascar et posent ce tournant ontologique, ils essaient justement de découvrir l'ontologie malgache. Et je crois que vous n'avez pas besoin de faire une interprétation cynique. Vous voyez, c'était très intéressant de vous écouter sur la philosophie taoïste, tout ça. Mais je pense que il suffit de se pencher sur l'ontologie malgache. Je pense. Et après, vous vous êtes penché aussi sur l'ontologie chinoise. Donc, en soi, je trouve ça la démarche extrêmement intéressante de voir comment appliquer des catégories non occidentales et poser aussi un écran au-delà de la rationalité hegelienne ou aristotélicienne. Je crois que l'exercice en soi est très intéressant. Mais peut-être l'exercer dans un autre cadre, je ne sais pas. Mais là, en l'occurrence, je crois qu'il faut vraiment mettre en évidence l'ontologie malgache et puis l'ontologie chinoise que Oui. vous avez essayé de nous Si, écrire. si je comprends bien, Pardon? si je comprends bien votre question, c'est-à-dire il faut faire attention sur l'application des théories taoïstes sur le cas Oui. malgache, c'est ça? Oui, oui. En tout cas, bon, votre directrice de thèse vous dira, mais bon, ça Euh, c'est parce que moi, je me suis intéressée moi aussi. Bon, il se trouve à Descola, tout ça. Donc, je ne sais pas si c'est Descola que vous avez en tête. Il y a d'autres peut-être avec le tournant ontologique, mais oui, en fait, j'ai déjà réfléchi à cette question. Et en fait, pour moi, Euh, la pensée taoïste que je viens de présenter, c'est pas vraiment une ontologie chinoise parce qu'il s'agit vraiment d'une sagesse ou bien d'une philosophie. Parce qu'on ne voit pas vraiment, par exemple, dans dans cette page, on est d'accord que le monde, la maison table, livre, comment ils sont connectés. Ça peut, je c'est-à-dire que comprends. oui, cette sagesse peuvent être appliquées dans toutes les cultures. Donc, OK. ici, les pensées taoïstes, pour moi, il ne s'agit pas d'une ontologie chinoise. Et évidemment, c'est pour ça qu'après, peut-être pour
compléter un peu ma théorie, j'ai introduit ainsi la notion de Hasana. Hasana, pour moi, c'est vraiment une ondologie locale à Oui, ça Madagascar. d'accord, oui, on est d'accord. Là, je conteste pas. C'est seulement cet intermède, ce passage que moi, enfin, je sais pas si vous voulez, je l'appelle pas interpretatio sinica, je l'appelle interpretatio taoistica, si vous voulez, je sais pas. On peut prendre ça. Mais pour moi, ça reste quand même un écran. Parce que ce qu'on essaie aussi, ce qu'on reproche aussi, c'est l'europécentrisme, tout ça. Donc, ce qu'on reproche aux Européens pour aux Occidentaux, on peut reprocher aussi au taoïsme, même si on peut considérer ça comme une sagesse universelle, elle est néanmoins située. C'est-à-dire, pourquoi nous expliquer la coexistence des possibles à travers le taoïsme? C'est ça que je comprends. La coexistence des possibles chez les Malgaches, pourquoi l'expliquer par le taoïsme? C'est une question, je ne sais pas si vous êtes d'accord, peut-être pas, peu importe, mais moi, Et c'est une question que je me pose. Et si je veux, si je passe, c'est intéressant aussi la différence. Bon, après, la question ultime, c'est pourquoi cette différence entre Malgache et Chinois, je crois que ça, c'est un peu irréductible. Mais justement parce qu'il y a des ontologies différentes et qu'il faut les mettre en évidence, tout ça. Et c'est intéressant cet aspect de l'ontologie de la lettre. C'est intéressant le statut de la lettre et du signe écrit qu'on ne retrouve pas chez les Malgaches et qu'on trouve en Chine. Et ça me rappelle aussi non, non, dans le non. En fait, judaïsme où la lettre a une fonction au-delà de l'écriture. C'est plus que de l'écriture, c'est de la matière. C'est plus. En tout cas, j'ai trouvé il y a des pistes très intéressantes et j'aimerais bien, dans un autre cadre, en colloque, tout ça, vous entendre plus. Voilà. J'ai trouvé très intéressant avec cette petite parenthèse que je voulais vous signaler. d'accord. Je vous, Mais en je vous fait, laisse. il faut encore répéter que ici, ce que je présente à propos de David, il ne s'agit pas vraiment d'une ondologie, mais une sagesse, parce que dans un outil, dans tout le monde entier, il existe une couvercle et le vide à l'intérieur. C'est pour ça que cet objet peut être utilisé par les humains. Du coup, voilà, c'est vraiment juste une sagesse. Donc, il ne s'agit D'accord. pas Mais alors, de... c'est encore pire. Pourquoi utiliser une sagesse quand il s'agit d'ontologie? C'est Non, encore non, pire. non, je n'ai pas utilisé le mot ondologie dans ma présentation à propos de taoïste, mais c'est plutôt la philosophie taoïste. Ou bien la prochaine fois, peut-être, il faut utiliser la sagesse pour éviter vraiment comment dire, cette politiquement correcte, pour éviter Non, les non, il ne problèmes s'agit pas de liés à politiquement ça. correct. Non, non, c'est pas ça, mais bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Madalina, pour ces commentaires. Et on était d'accord complètement sur vos commentaires. Et à la fois, Kyun Cheng, c'était audacieux, je trouve, ce que vous avez Oui, fait oui, comme. extrêmement audacieux. Oui, Très bien. et c'est très intéressant et c'était très audacieux. Alors, peut-être parce que le séminaire doit se terminer à 19 heures, Aïcha devait répondre à une question qui lui avait été posée sur les petits forums de messages. Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions pour Kyun Cheng, je ne sais pas, on peut déborder de 5 minutes, c'est gênant Et je vous remercie, mesdames et messieurs. Moi, c'est Gauss Diakité. Je suis doctorant au PLUDAM. C'est Madame Ursula Baumgart qui m'encadre. Je voudrais poser une question aux deux intervenants, c'est-à-dire aux deux doctorants. Est-ce que leur recherche sur le terrain et les données qu'ils ont obtenues, est-ce que ça leur a coûté des prix? Est-ce qu'ils ont payé de l'argent à ces gens-là qui leur ont fourni ces données? Est-ce qu'ils ont payé de l'argent pour les obtenir? C'est ma question. je ne sais pas qui veut répondre. Oui, oui, je peux répondre rapidement. Bah, je dirais, en fait, non. Il n'y a pas besoin d'argent, en fait, pour moi, pour mon terrain. Il n'y avait pas besoin d'argent.
pour que je puisse avoir des informations ou avoir accès à l'information. Mais pour certaines familles d'accueil, en fait, c'est pas donner de l'argent, mais en fait, participer, puisque je vivais avec eux, des fois, en fait, je participais, je faisais des courses sans qu'on me le demande. En fait, c'est le respect de la culture locale. En fait, si on habite avec quelqu'un, il faut en fait mettre la main à la pâte, apporter des courses, mais aussi faire des tâches ménagères. Pas uniquement, vu que je suis une femme, je devais aussi faire quelques tâches ménagères, pas uniquement au fait, voilà. Donc c'est pas vraiment donner de l'argent, on me l'a jamais demandé. Voilà, pour moi. Vous, monsieur, Et moi, c'est pareil. Parce que moi, je suis un étranger et d'abord, je vais dire que je suis un étudiant. Je suis là pour apprendre vraiment votre culture. Donc, la plupart sont accueillantes, mais c'est-à-dire en tant que visiteurs, ils sont hôtes. Du coup, ils sont vraiment respectent leurs lois culturelles. C'est-à-dire, il faut être poli à un étranger. Et même si je demande des questions compte, c'est parce que moi, je ne connais pas la culture. Je suis là, ici, c'est vraiment pour apprendre. Mais certains caisseurs me demandent de l'argent et je cite, et je dis ça à mes amis caisseurs, c'est-à-dire à d'autres caisseurs, ils m'ont répondu, c'est pas possible que le mec demande de l'argent pour faire ça parce que toi, tu n'es pas malade, tu es là, c'est pour apprendre. Du coup, il est forcément un charlatan, c'est-à-dire pour eux, c'est insupportable de demander de l'argent comme ça à un visiteur ou bien à un étranger ou bien à un étudiant. Voilà. Oui, ok. je peux peut-être compléter la réponse aussi et donner une réponse plus globale au niveau anthropologique. C'est la limite du terrain très souvent pour nous. Il y a eu une espèce de tradition coloniale de payer ce qu'on appelait des informateurs à l'époque. Euh, Ça, je pense que c'est du passé. C'est des choses anciennes et ça n'a plus cours, à mon sens, aujourd'hui, ou ça ne devrait plus avoir cours, euh, tout au moins dans notre discipline. Hmm. Bon, maintenant, je sais que les choses sont pas si simples et que effectivement, il y a eu tellement d'habitudes qui ont été données pendant des dizaines d'années sur certains lieux géographiques et de rémunérer les gens euh, que spontanément, ça revient dans la conversation. Mais pour autant, ça fait aussi partie des choses qu'on explique aux gens, de leur dire qu'on n'est pas à la recherche d'informateurs, on est là pour avoir des interlocuteurs, ce qui n'est pas la même chose. Et bon, ça pourrait être un séminaire à part entière, je pense largement. Ça pourrait être un séminaire à part entière. C'est une excellente question que vous avez posée. C'est vraiment un fondement de la recherche en anthropologie, ça. Bien. Comment on appelle, pourquoi j'ai posé cette question? Moi, je suis à ma première année de thèse, mais au master, ça m'est arrivé. Moi, je travaille sur les champs des circoncis. Mais puisque l'excision est interdite dans notre pays, je suis de la Guinée, Guinée-Conakry, puisque l'excision est officiellement interdite, donc les informateurs lient la circoncision à l'excision au fait qu'elle soit interdite. C'est-à-dire, eux, étant au village, dans les confins, ils pensent que toutes les deux sont interdites. Quand je suis allé sur mon terrain, il m'a fallu dépenser de l'argent au master pour obtenir mes informations, pour effectuer mes recueils. J'ai payé de l'argent. C'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Ils pensaient être arrêtés quand ils donnaient officiellement ces informations à cause du fait que l'excision soit interdite. Ils ont pensé que même la circoncision aussi est interdite. Oui, mais ça c'est clairement pas normal. Ça, c'est les traces de l'époque coloniale et il en reste quelque chose. Et c'est là qu'on s'en rend compte. Ouais. Ok. Puis-je répondre rapidement à la question qui a été posée? Je ne sais pas, rapidement.
Oui, peut-être, si vous voulez. Puis après, on va peut-être être obligé d'arrêter. Je ne sais pas, on nous Oui. avait dit jusqu'à 5, donc on est peut-être en train d'exploser le… Oui, mais enfin, en même temps, on ne va pas continuer jusqu'à 20 Oui, heures. oui, On va mais peut-être juste, c'est laisser ça. juste répondre à Aïcha et puis on va, oui. on va Oui, en fait, clôturer. je réponds tout d'abord à la